L'histoire de la Bretagne est indissociable de celle de deux plantes cultivées dans la région. Du XVe au XVIIIe siècle, le lin et le chanvre sont exploités pour leurs fibres, utilisées principalement dans la fabrication de toiles. Leur transformation et leur commerce génèrent une importante activité économique. C'est l'âge d'or de la Bretagne. Elle est l'une des premières provinces toilières françaises. Les toiles de chanvre qu'elle produit équipent une grande partie des marines européennes et ces toiles de lin sont exportées vers l'étranger. Cette activité toilière a des conséquences importantes sur le plan économique, démographique et artistique et place la Bretagne au cœur d'un vaste système d'échanges planétaires. Elle est à l'origine d'un patrimoine riche et varié qui marque encore aujourd'hui son paysage. Il y a quelques décennies, l'avenir de ces plantes paraissait bien compromis. Seule une poignée de professionnels et d'amateurs, motivés, osaient parier sur leur avenir. Avec le réchauffement climatique et notre manière plus responsable de consommer, la fleur bleue et le chanvre refleurissent aujourd'hui. Elles sont devenues des plantes aux multiples possibilités et utilisations. Textiles, oléagineux, matériaux et ces différentes filières de production sont en pleine évolution. Le chanvre et le lin, l'or bleu de la Bretagne, de ce passé faste éteint au renouveau d'aujourd'hui, c'est l'histoire que nous allons vous raconter. À partir du XVe siècle, en effet, l'une des particularités de la Bretagne est sa capacité à produire des toiles de différentes natures, toiles de lin, toiles de chanvre, qui vont être exportées. Et donc, ces ventes de toiles vont permettre de voir affluer en Bretagne des sommes particulièrement importantes qui vont assurer un certain développement à la province. Alors, ce qui permet ce développement, c'est bien entendu la culture d'un certain nombre de plantes en Bretagne, et notamment du chanvre et du lin. Alors, le chanvre et le lin étaient déjà présents de manière ancienne, mais ils connaissent un nouveau développement à partir de cette période. On en trouve dans tous les jardins, ou presque, sur l'ensemble de la Bretagne, mais la particularité, c'est qu'ils vont prendre une certaine expansion dans quelques zones bien particulières. Alors, le chanvre, c'est entre autres dans la région de Locronan, c'est aussi la région située entre Vitré, Rennes et Châteaugiron où nous nous trouvons justement. Et le lin, ça va être plus particulièrement dans le Trégor. Alors la particularité du lin, les semences ont besoin d'être renouvelées très régulièrement et donc on va très rapidement importer une partie des graines de lin depuis la Baltique, ce qui va engendrer un commerce particulièrement important entre les ports des fonds de la Baltique et les ports du Trégor notamment. Les graines arrivaient dans un certain nombre de ports, Roscoff, Lannion, rentraient dans l'intérieur de la Bretagne où elles étaient cultivées. Le lin a été transformé avant d'être filé et tissé. Et dans un dernier temps, les toiles qui avaient été fabriquées regagnaient un certain nombre de ces ports, principalement de la côte nord de la Bretagne. Alors c'est Morlaix, c'est Roscoff pour une part, c'est Saint-Malo principalement, et de manière plus secondaire, Nantes aussi, qui vont être les grands ports d'exportation de ces toiles, vers le nord de l'Europe, donc l'Angleterre, les Flandres au début de la période, et à la fin de la période, particulièrement au XVIIIe siècle, en direction de l'Espagne. Le chanvre était principalement cultivé dans des jardins à chanvre, ce qu'on appelait des chènevières. Dans les documents des XVIIe et XVIIIe siècle, on parle de courtils à chanvre. Donc c'était des cultures sur quelques dizaines ou centaines de mètres carrés, et jamais les champs tels qu'on peut les voir aujourd'hui, bien évidemment. Donc une production à l'échelle familiale qui était souvent transformée aussi par la famille avant d'être vendue soit à des filassiers qui produisaient du fil, soit directement à des marchands d'un niveau plus ou moins important. Ce sont des milliers de personnes qui, à l'échelle de la Bretagne, vivent du développement de ces cultures, d'une part, et d'autre part, de l'activité toilière, de tissage, mais aussi le commerce qui est associé donc au lin et au chanvre tout au long de cette période. L'histoire du lin et du chanvre en Bretagne, ça remonte quand même. D'abord, on n'a pas d'archives avant le XVIe siècle, mais entre le XVIe et le XVIIIe siècle, on sait qu'il y avait des manufactures qui étaient très organisées. Il faut différencier l'histoire du lin dans le quotidien, puisqu'on avait besoin, avant l'arrivée du coton, on avait forcément besoin du lin et du chanvre
dans le quotidien. Le lin pour faire le linge de maison, les chemises les plus fines, le chanvre pour faire des vêtements de travail, des cornes, des sacs, voilà, des toiles d'emballage. L'extraction des fibres, en fait, puisque c'est de ça qu'il s'agit, on a une tige et il faut arriver à extraire les fibres de cette tige, puisque la tige est constituée d'un creux au milieu, de bois, et les fibres sont réparties autour, le tout étant lié par une substance, la pectine, qui est soluble dans l'eau. On trouve donc une spécificité dans le Trégor, ce sont les routoirs pour la première opération qui est le rouissage du lin. Et dans le Nord Finistère, on a trouvé des candis. Il s'agit donc de mettre les tiges de lin à tremper dans l'eau. Le rouissage en eau courante a été vite abandonné parce que très polluant. Aujourd'hui, il se fait encore sur le pré en Normandie, puisque c'est la Normandie qui fait du lin textile aujourd'hui. Ensuite, donc, le lin est mis à sécher. Et à ce moment-là, on va le tailler. Le taillage comporte plusieurs étapes. Il s'agit de casser le bois qui se trouve au milieu en petits morceaux. Et ce bois est récupéré pour faire aujourd'hui du paillage. Autrefois, c'était pour faire des litières pour les animaux. Donc on casse en fait ce bois avec ce qu'on appelle une braie, qui est un outil en bois qui a un couteau généralement en fruitier parce que c'est un bois plus dur et que ce bois-là est assez dur. Et ensuite, on va passer, il en reste, donc, sur la pécelle pour finir d'enlever les morceaux de bois. Ensuite, donc, on va peigner et on va, là aussi, continuer à enlever le reste du bois, mais enlever aussi les fibres les plus courtes, puisque pour filer un textile de qualité, il nous faut des fibres très longues. C'est pour ça que le lin, à l'origine, est arraché pour récupérer les fibres les plus longues. Donc, on le peigne, on a la filasse. Les fibres courtes, ça s'appelle les toupes. Tout le monde connaît les toupes, ça sert au calfatage des bateaux, ça sert à faire les joints de robinetterie. Et ensuite, on va donner cette filasse à la fileuse qui va la filer. Dans le secteur de Landerneau, on a surtout trouvé du filage au rouet, puisque dans toutes les maisons, au 18e, on trouve un rouet. Et le lin est mis en écheveau. Et la spécificité du Léon, c'est bien que c'est à ce moment-là qu'on va blanchir. Blanchir, j'entends bien, on ne le passe pas à l'eau de javel, il ne sera pas aussi blanc que vous connaissez du lin, cette petite couleur un petit peu grisée, mais en tout cas de le rendre plus blanc. Et pour cette opération-là, nos ancêtres ont construit dans la campagne des petites maisons. On peut les appeler des maisons buandières, mais qu'ils appelaient aussi candis, dans lesquelles on a une cheminée, un bassin en eau courante et une cuve qui peut être en granit ou en bois. Et ce sont des cuves circulaires qui sont de très grande dimension, qui font entre 1,30 m à 1,50 m de diamètre, 1,60 m de haut, dans lesquelles on trempait le fil, les écheveaux de fil, avec des poches de cendre de hêtre. Le hêtre n'a pas de tanin et a un pouvoir saponifiant important. Cette opération de blanchiment a été répétée autant de fois que nécessaire pour obtenir un fil fin et blanc. Ce fil est ensuite confié au tisserand, dont le rôle est de monter la chaîne sur le métier. Il permet d'entrecroiser fil de trame et fil de chaîne et de créer peu à peu l'étoffe. Des toiles spécifiques avec des savoir-faire spécifiques par territoire. Dans le Nord Finistère, on a surtout les crêts qui sont des toiles de lin. Dans les Côtes-d'Armor, on a les Bretagnes. Dans le Sud Finistère, autour de Locronan, ce sont les Olonnes, des toiles de chanvre, vite concurrencées par les Noyales, autour de Noyal-sur-Vilaine. Nous commençons notre parcours par le pays des crêts. Alors en fait, Landerneau est un port d'exportation de toiles de lin depuis sans doute le bas Moyen-Âge, donc du temps de l'indépendance de la Bretagne encore. On partait déjà vers le sud, Bordeaux, l'Espagne, pour exporter les toiles, parce qu'en fait, dans toute production, ce qui compte, c'est de pouvoir les couler. Ils savaient ça déjà à l'époque. Et donc progressivement se sont implantés des marchands de toiles, puis des négociants qui, grâce à cette richesse, ont construit toutes les belles demeures qu'on trouve à Landerneau. La toile était produite dans le monde rural et donc il y avait une relation étroite entre les tisserands ruraux, leurs intermédiaires qu'on appelait ici les julaudettes, c'est-à-dire les marchands paysans,
puisque beaucoup de ces négociants, notamment au XVIIIe siècle, n'étaient pas bretonnants d'origine, ils venaient principalement d'Aquitaine et de Normandie. Ils avaient besoin d'intermédiaires avec les tisserands ruraux. Alors ici, on les appelait les crées, une déformation du nom breton crées, qui signifie chemise d'enfant, parce qu'on a 3 mots pour dire chemise en breton. Il y a ivis pour les femmes, rochette pour les hommes et crées pour les enfants. Donc ces crées qui servaient surtout à l'habillement étaient exportées et notamment vers l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. On allait à Bordeaux, les toiles de Bordeaux allaient ensuite aux Antilles et Landerneau allait à Bilbao, jusqu'à établir d'ailleurs un quasi-monopole dans le commerce de la toile à Bilbao. De Bilbao, les toiles allaient partiellement en Espagne et partiellement à Cadix, où elles étaient exportées en Amérique du Sud. À la Révolution française, il y avait 850 mètres de quais droits sur lesquels pouvaient accoster les bateaux. C'est une des villes qui a bénéficié le plus de financement des États de Bretagne à l'époque. Ce sont des quais, des équipements qui ont été gagnés sur la rivière, qui était 2 fois plus large que ça à cet endroit-là à la fin du XVIIe. Ils pouvaient remonter, pas à toutes les marées, mais pratiquement à toutes les marées. Ça n'a rien à voir avec les cargos d'aujourd'hui. À l'époque, on transportait des matières de haute valeur ajoutée. Les toiles, mais aussi le cuir et un certain nombre d'autres produits. Les négociants souhaitaient afficher leur réussite dans la pierre, dans l'immobilier. C'était important pour eux de montrer à leurs clients, à leurs relations d'affaires, qu'ils étaient prospères. Et donc construire, bâtir une belle bâtisse, c'était aussi une preuve d'aisance financière. Ça inspirait confiance. Ce qui explique que chaque port a effectivement de belles constructions qui restent de cette époque-là, qui sont les maisons de négociants, qui étaient aussi souvent négociants armateurs. À Morlaix, vous avez un autre type de maison, ce sont ces maisons à pont d'allée, qui sont ces maisons avec un espace qui est libre jusqu'au toit, donc sans plancher, avec une cheminée monumentale et un pont d'allée donc en bois travaillé. On a un atelier morlaisien qui en a fait plusieurs. Donc des spécificités là aussi par territoire et par port. Il y a plusieurs communautés en fait, qui aujourd'hui constituent Douarnenez. Et l'une d'entre elles, au XVe, XVIe siècle, effectivement s'appelait Poule-David. Et cette localité de Poule-David était beaucoup plus importante que la communauté de pêcheurs qui est aujourd'hui sise à Douarnenez même. Poule-David, effectivement, au XVe, XVIe siècle, est un port important. Il agit effectivement comme port d'exportation des toiles qui sont tissées à Locronan. Ces toiles sont vendues à peu près dans toute la façade maritime du Ponant. On les situe particulièrement dans les registres de Cadix en Espagne. Ces toiles à voile sont appelées des bols d'avis du nom de la localité de Poule-David. Et effectivement, on sème des graines de lin, on sème des graines de chanvre pour produire des toiles à voile, et ce depuis de nombreux siècles. Le chanvre tout particulièrement est utilisé pour la voile, pour une voile plutôt à usage locaux ou à des marchés d'exportation, du moins au XVe, XVIe siècle. Et on a abouti ainsi à un système assez équilibré entre la façade maritime et l'arrière-pays agricole, les uns et les autres bénéficiant à une prospérité globale. Le principal lieu de centralisation, on va dire, et de vente de ces toiles était situé effectivement sur le site de Locronan, dans la ville de Locronan, qui a gardé cette architecture particulière, témoin de cette richesse de ce commerce. Saint-Ronan, pour le diocèse de Quimper, c'était le saint patron de la corporation des tisserands. Parce que comme le grand centre de tissage ici pour la Cornouaille, c'était Locronan, le saint patron de la paroisse est devenu le saint patron de l'ensemble des tisserands. Donc au XVe siècle, il devait y avoir encore une corporation de drapiers importante. Et à ce moment-là, il y a dû avoir un basculement et on s'est mis à tisser du chanvre. Alors les chercheurs pensent que ce serait dû aux pêcheurs de Poule-David, qui, faisant du cabotage en plus de leur pêche, allaient chercher du sel et d'autres marchandises et ont dû aller du côté des Olonnes. Alors là-bas, on ne sait pas trop si aux Olonnes, ils ont vu des tisserands qui tissaient des toiles appelées les Olonnes et qu'ils auraient fait faire ça chez nous, ou bien alors
allant chercher du sel, aurait eu besoin de sacs pour y mettre le sel. Et donc aurait demandé aux tisserands de Locronan de refaire des sacs en chanvre pour y mettre le sel venant des Olonnes. Ça, on pense que c'est le départ. La période de construction de Locronan s'étale du XVIe au tout début du XVIIIe. Donc on sait qu'à l'époque, c'est la grande période florissante du tissage et on retrouve cette période inscrite dans la pierre. Au XVIIIe, on voit que la toile de Locronan a une très mauvaise réputation. La réputation d'avoir les fils trop fins et la réputation de ne pas être assez serré. On essaye de pallier ce problème en créant le bureau des toiles. Donc chaque tisserand, chaque marchand qui veut vendre ses toiles en tant que toile à voile doit passer par ce bureau et c'est contrôlé pour voir si c'est bien au niveau des qualités. Alors le problème, c'est que les textes que l'on a sont les textes du XVIIIe. On sait qu'au milieu du XVIIIe, 150 tisserands tissaient ici en tant que professionnels en faisant que ça à Locronan. Toute la partie fil, c'était les femmes qui géraient. Et après, toute la partie tissage, c'était exclusivement masculin. Voilà. Donc c'était un métier qui était pénible parce que les tisserands travaillaient toujours dans l'humidité. Si jamais l'air n'était pas assez humide, on mettait de l'eau à chauffer pour humidifier l'air à nouveau, quoi. Donc ils étaient penchés sur leur métier, très près du sol, donc toujours assis, avec une lumière assez vacillante, des endroits assez sombres quand même. Et donc ces personnes-là souffraient beaucoup de rhumatisme. Et d'ailleurs, la légende dit que Saint-Ronan guérit des rhumatismes. Donc c'était leur saint patron. Et donc la tradition voulait que les tisserands aillent à quatre pattes sous le gisant, et comme ça ils guérissaient du mal qui les rongeait, quoi. Les belles maisons à étages, un petit peu en retrait de la place, souvent c'est les maisons de marchands. Après, sur la place, ce sont souvent des maisons de notables, ou alors d'aubergistes aussi. Par contre, les tisserands avaient des maisons qui ressemblaient à des maisons des journaliers. Il y a un texte pour la location d'une maison rue Moelle. Il est précisé que toute personne peut louer la maison sauf les tisserands, parce qu'ils sont trop bruyants. C'est vrai que même à l'époque déjà, le bruit du métier, c'est vrai que ça fait un certain bruit, pouvait gêner le voisinage, quoi. En plus, c'est vrai que c'était une corporation qui avait une mauvaise réputation, travaillait assis, donc feignant, travaillait à l'intérieur, proche des femmes, donc un côté un peu séducteur, travaillait le fil, donc on n'avait pas les mains forcément très dures, parce qu'ils ne travaillaient pas la terre. Donc tout ça faisait que c'est des gens qui n'étaient pas bien vus. Ici à Saint-Élo, il s'est passé une histoire un petit peu particulière autour du lin. Ce village rural a connu une manufacture rurale avec d'autres villages aux alentours, dans la zone qui comprend donc Quintin, Moncontour, Uzelles, Loudéac jusqu'à La Chaise. Donc c'est vraiment dans cette zone de production qu'on va produire les toiles qui s'appellent les Bretagnes, des toiles de lin réputées pour leur blancheur et leur finesse. Alors effectivement, les terres sont pauvres. Ce lin était cultivé sur le Trégor et il a fallu en fait aller le chercher en charrette pour l'importer et le transformer ici. Tout le monde va se mettre à travailler le lin. C'est une question de survie. Donc il y a une phrase type qui était « pas de lin, pas de pain ». Donc on voit qu'il est vraiment nécessaire de travailler le lin pour survivre. Et effectivement, dans la période la plus importante, vers le 18e, ce sont plus de 35 000 personnes qui travaillent le lin en Bretagne. Pour travailler le lin, effectivement, il y a plusieurs métiers. Il va y avoir le tisserand qui est presque en bout de chaîne. Avant, il faut effectivement acheter la filasse, transformer le lin. Donc il y a tout ce travail des femmes avec tous ces outils pour travailler le lin, fournir le fil au tisserand et le tisserand sur son métier, dans chaque maison, dans chaque ferme, va tisser ce lin de qualité. Et pour l'exporter, là c'est le travail des marchands qui rachètent ce lin et qui s'occupent de bien le vendre. Alors ces toiles, donc, qui s'appellent les Bretagnes, étaient classifiées Bretagne large, étroite, fine, entre fine, super fine. Et leur caractéristique principale, c'est d'être très blanches et très fines. Quand on vient de tisser des toiles, elles sont brutes, elles sont beiges. Et la mode des futurs acheteurs, c'est le blanc. Il faut blanchir les toiles en plusieurs étapes. La première, c'est avec de la farine de blé noir et de l'eau bouillante. Donc on laisse tremper les toiles, on les rince, on les bat. Et on les rince dans les doués et on les étend en plein soleil. Donc cette opération se faisait au printemps et en été. Et ensuite, on réalise une autre phase avec de la cendre de bois. Donc on met la cendre dans des sacs de chanvre et on fait de nouveau couler de l'eau bouillante et la potasse contenue dans les cendres va de nouveau attaquer les toiles de lin. Donc ça peut faire jusqu'à 18-20 fois qu'on manipule les mêmes bandes de lin jusqu'à obtenir la blancheur voulue.
Alors on prend grand soin de ces toiles qui ont mis plusieurs mois à être tissées et blanchies. Et quand elles arrivent ici dans la pilerie, dans cette partie de maison du marchand où on va conditionner, stocker avant leur vente ces toiles de lin, c'est le travail du carreur. Et pour conditionner une seule balle de lin, il va mettre 11 jours. C'est-à-dire qu'il va piler, taper ce lin, l'assouplir, le mesurer, contrôler sa qualité, le nommer, définir si c'est une toile fine, entre fine, super fine, et le conditionner en balle de lin. Chaque balle de lin, c'est plus de 600 mètres de lin, très bien protégé parce qu'on est sur une matière de luxe. Et ensuite, il va reporter sur le registre. Les historiens locaux se sont penchés sur cette valeur à l'époque du tissage. Ils ont donc déterminé qu'avec 4 balles de lin complètes, toute cette matière-là, ça représente la valeur d'une grande maison de marchand de toile. Alors au début du XVIIIe siècle, le village compte plus de 2000 habitants. Et donc sur ces 2000 habitants, il y a 14 familles de marchands de toile, 160 fermes où on travaille le lin, et on estime à plus de 400 métiers à tisser. Donc c'est une activité très importante. Par contre, c'est une manufacture rurale, c'est-à-dire que tous les métiers sont dispersés dans tout le village, dans les fermes, dans les maisons dans le bourg, et donc chaque tisserand travaille dans sa maison. Ce lin est vendu sur les marchés, le Quintin, l'Oudéac, Moncontour, Uzel. Donc là, il y a des marchands de toile qui sont comme des grossistes, qui regroupent ces toiles de lin et qui vont accompagner l'exportation de ces toiles. Les toiles transitent par Dinan, arrivent jusqu'à Saint-Malo, sont embarquées sur les bateaux des armateurs et à destination de Cadix en Espagne. Et en Espagne, ces toiles sont de nouveau revendues sur des marchés et partent donc par le biais de l'Espagne jusque dans leurs colonies en Amérique latine. Alors les colons espagnols achetaient ces toiles de lin qui permettent toujours d'être à l'aise, même quand il fait très chaud. Donc ils recherchent la beauté du tissu, mais également son confort. Donc ils vont apprécier jour et nuit ce tissu et vont en faire venir de plus en plus. Et sans ces quantités énormes et ce marché énorme, il n'y aurait pas eu autant de toiles tissées en Centre-Bretagne. Un autre pays, en Ille-et-Vilaine, a pu également conserver ce patrimoine, venant ici du commerce des toiles de chanvre. Nous sommes accueillis au château de Vitré, gardien de cette mémoire. Il n'y avait que du chanvre, c'était la seule plante qui était cultivée et qui était vraiment travaillée par tout le monde. C'était l'industrie, il n'y en avait qu'une, c'était cette industrie et qui a fait la fortune et la réputation de Vitré. Donc, comme à Vitré, on est baigné par la Vilaine, donc ce fleuve, eh bien on faisait pousser du chanvre au bord de la rivière, on en extrayait la fibre, on la tissait et on en faisait des toiles. Donc des toiles qu'on appelait des canevas et qui étaient très résistantes et qui servaient surtout à faire des voiles de bateau, des toiles d'emballage et des sacs pour le transport des marchandises. Les marchands étaient regroupés en 1472 au sein d'une confrérie qu'on appelait la confrérie des marchands d'outre-mer. Et ils allaient ensuite par les mers, donc par le port de Saint-Malo et par le port de Nantes, dans un premier temps aussi, vendre ces toiles, mais dans le monde entier. En 1526, c'est le baron Guy XVI qui va régir la fabrication de ces toiles. Il fallait qu'elles répondent à des normes très strictes de poids, de taille et de nombre de brins tant à la verticale qu'à l'horizontale. Donc une fois que ces toiles étaient vérifiées dans la halle aux toiles qui était devant l'église Notre-Dame, une fois qu'elles étaient validées, les marchands pouvaient apposer leur marque dessus et elles étaient officiellement des canevas de Vitré. On peut dire que c'est un peu un blason ou un logo commercial, c'est comme vous voulez, mais qu'ils mettaient sur tout ce qu'ils fabriquaient, donc sur ces toiles et ce qu'ils vendaient, et sur leur maison, ce qu'ils possédaient, mais également sur ce qu'ils finançaient, comme l'église Notre-Dame. Donc on a beaucoup de marques de marchands, puisque ce sont beaucoup de marchands d'outre-mer qui ont financé l'agrandissement et l'embellissement de cette très belle église. C'est vrai qu'au départ, quand on a commencé à placer ces marques, elles étaient assez simples. Souvent, c'était les initiales des marchands. Et puis, petit à petit, elles vont se structurer. Il y a beaucoup de ressemblances, notamment des mâts verticaux qui ressemblent donc aux mâts de bateau. On a le 4 de chiffre qui apparaît sous forme du chiffre ou alors de forme symbolique. Il y a également des fanions qui rappellent surtout ces bateaux. Et il y a le M également de Marie, puisque la confrérie était sous le vocable de la Sainte Vierge. Alors, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que ces marchands étaient, pour 40% d'entre eux à peu près, protestants.
mais que catholiques et protestants s'accordaient parfaitement, s'entendaient très bien. Et quand le monde s'est partagé entre ces deux religions, quand ils allaient dans un pays protestant, eh bien c'était les protestants qui allaient vendre les toiles de tout le monde, et quand c'était dans un port catholique, l'échange se faisait de manière tout à fait naturelle. Les dînantes entre eux, au contraire, ça a parfaitement favorisé leur commerce, mais quand il y a eu cette révocation, les protestants ont dû faire le choix de la conversion ou du départ. Et la grande majorité d'entre eux ont fait le choix du départ. Et évidemment, ils ne sont pas partis les mains vides. Alors les toiles qui sont produites ici, ce sont les noyales, qui tiennent leur nom de la paroisse à l'époque, qui n'est pas si lointaine que cela, de Noyal-sur-Vilaine. Alors ces toiles sont des toiles de chanvre qui servent principalement pour les voiles des navires marchands, mais aussi de la marine de guerre, et notamment ceux basés à Brest, qui est la grande base militaire du Ponant. Et donc elles connaissent un certain développement au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, parallèlement au développement de la marine de guerre. Elles sont très rapidement concurrencées par d'autres toiles et finalement utilisées à des fins assez médiocres d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elles vont servir de plus en plus uniquement à habiller les matelots, elles vont servir à fabriquer des hamacs et de moins en moins à la fabrication des voiles proprement dites. Il n'en reste pas moins que cette production en direction de la marine reste un élément essentiel, et dans la première moitié du XIXe siècle, les commandes de l'État, du ministère de la Marine, permettent de maintenir à flot, si l'on peut dire, cette manufacture à la fois rurale autour de Châteaugiron et urbaine autour de Rennes, à Châteaugiron même, où l'on voit apparaître une vraie usine en quelque sorte, et dans quelques autres foyers aussi. Et donc ce sont ces commandes de la marine qui permettent de maintenir cette activité jusqu'aux années 1850-1860. La guerre de Crimée et les commandes de la marine à cette occasion donnent un dernier élan à cette production qui va sombrer à partir des années 1860-1870, et donc à partir de ce moment-là, on voit décliner très très rapidement le nombre de métiers dans les inventaires après décès, le nombre de tisserands aussi, qui ne sont plus que quelques-uns à la fin du XIXe siècle. Du côté des autres zones toilières, c'est la même chose. C'est toute la production toilière bretonne qui a été très impactée à partir de 1820. À la fin des guerres de l'Empire, Saint-Domingue cesse d'être française, c'était la plus grosse île. C'est de là qu'on ramenait le sucre, etc., à Nantes. Bon. Et donc ils avaient des besoins importants. Saint-Domingue devient indépendante, et donc voilà un marché coupé pour Bordeaux. À Bilbao, à partir de 1820, c'est la révolution libérale espagnole. Les colonies espagnoles d'Amérique du Sud en profitent pour prendre leur indépendance. En 1825, toute l'Amérique latine est indépendante. Le débouché pour les toiles bretonnes cesse. Mais ces toiles connaissent un nouveau développement limité, mais qui est loin d'être négligeable dans les premières années du XIXe siècle, avant de décliner totalement à compter des années 1840-1850 du fait de la concurrence des toiles que l'on appelle à l'époque les toiles mécaniques, c'est-à-dire des toiles fabriquées dans de véritables usines qui sont en train de se développer, et non plus chez de petits paysans qui sont en même temps tisserands, suivant le modèle qui s'était développé en Bretagne depuis le XVe siècle. Il faut attendre début du XXIe siècle pour voir un nouveau développement de ces cultures avec des usages qui là sont totalement différents. Alors certes, on continue à produire du lin ou du chanvre qui va être transformé en textile, mais ça reste assez marginal. L'essentiel de ces plantes sont utilisées dans des usages totalement différents, que ce soit pour l'alimentation animale, entre autres, mais aussi pour des produits à destination de l'industrie. Et au plus petit, tu es à 4000 ? 4000, ouais. Donc j'ai commencé à travailler en 85 sur les composites, donc 91 sur ces biocomposites. Et puis ça fait plus de 26 ans, on a 27 ans maintenant. Et c'est une histoire qui se développe. Au départ, les gens n'y croyaient pas trop. Est-ce que c'était un retour à la bougie ? Mais non, c'est simplement parce que ces plantes produisent des fibres de très grande qualité,
très légère. Et puis, nos sociétés ont besoin de développer des matériaux avec des solutions de fin de vie, de réduire les impacts sur l'environnement. Et puis, produire des fibres par une plante, ça veut dire que simplement par la photosynthèse, d'un point de vue énergie, c'est très très intéressant en termes d'impact sur l'environnement. C'est une histoire qui a commencé depuis très longtemps avec l'homme. Hein. Ces plantes sont des matériaux de rencontre. Je crois que les traces historiques que l'on a, c'est 36 000 ans, donc ça fait longtemps. L'agriculture est arrivée là-dessus. C'est un linum particulier qui s'appelle le Linum usitatissimum qui est utilisé par l'homme. Voilà, on le sélectionne en France. Il y a des nouvelles variétés qui sortent tout le temps. On arrive à améliorer les performances des plantes. On arrive à avoir beaucoup moins de résistance en maladie, beaucoup moins de traitement. Donc tout le monde est intéressé, à la fois le constructeur de voitures, la personne qui fabrique les pièces, puis le monde agricole. Donc c'est une chaîne de valeur qui fonctionne très bien. Ici, on est dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut de recherche du Puy de Dôme, TMX du CNRS. Un labo très récent, il y a 25 ans, l'Université de Bretagne Sud n'existait pas. Donc c'est au départ un laboratoire de matériaux qui travaille avec plein de personnes en France, en Europe et dans le monde sur cette idée de valorisation de la biomasse. Et nous, c'est principalement le lin, le chanvre, mais c'est surtout le lin qui est une plante remarquable. Et l'idée, c'est d'utiliser ces fibres pour des nouveaux matériaux. Ce petit morceau, c'est 15 microns environ. Et donc nous, on est capable de tirer sur des ensembles, sur des fibres élémentaires, et on va aller se balader à l'intérieur de ces fibres élémentaires. Donc on va se promener en fonction des conditions de croissance, en fonction de la variété, à l'intérieur de ces parois, en fonction du degré de maturité de la cellule, et on arrive à mieux comprendre leur développement. Donc une plante, alors celles-ci sont plus grandes que d'habitude, mais c'est environ 1 mètre. De ces tiges, on va extraire des fibres. Voilà, c'est des fibres qui ont été extraites, qui correspondent à des faisceaux qui sont le long de la hauteur de la plante. Vous voyez, ce que j'ai dans les mains, c'est exactement ce que j'ai récupéré d'un paquet de plantes. Après, pour ces applications, c'est un travail d'aiguillage qu'on fabriquait et qui a permis de fabriquer ce non-tissé. On mélange des fibres de plastique, de polymère, avec des fibres de lin, et l'ensemble est thermocompressé pour sortir une tablette. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces matériaux sont produits avec très peu d'énergie, les plantes nous les fournissent. En termes de densité, c'est beaucoup plus léger que des pièces avec des fibres de verre. Donc la voiture sera moins lourde, il faudra moins d'énergie pour la déplacer. Et en plus, on a différentes solutions de fin de vie, et on est même capable d'avoir des pièces recyclables et voire biocompostables, c'est en fin de vie. Vraiment, quand la matière ne peut plus être utilisée, on peut remettre ça, dans certains cas, dans un compost et refaire de l'eau, du CO2, comme un tas de fumier assez classique. Ce qu'il faut imaginer, c'est que dans cette plante, j'ai des capsules en tête et dans ces capsules, j'ai des graines. Ces graines sont très riches en huile et sont utilisées dans le domaine des peintures. Autrefois, on faisait des linoléums et c'est utilisable pour l'alimentation. Ça, c'est une première ressource. Après, si je prends une tige et que je casse cette tige, je vais extraire des fibres. Donc, ce sont ces fibres qu'on va utiliser pour des applications dites textiles ou pour les matériaux composites. Voilà, ces fibres qui sont situées à l'extérieur. Et puis, au centre de la tige, j'ai du bois qu'on appelle les anas. Et alors, ces anas, on va les utiliser pour faire des matériaux de construction. Ici, c'est un mélange avec de la chaux et ça vous fait un super isolant. Donc tout compte fait, il y a une logique de covalorisation à la fois des graines, des fibres et du bois de la tige. Et on n'oublie pas de laisser une certaine biomasse au sol, le système racinaire qui va permettre de donner de la perméabilité. Il y a une partie qui reste à la terre, donc c'est un ensemble de coproduits. On peut aussi prendre les fibres et les travailler pour faire l'équivalent de la laine de verre. Et évidemment, le gros intérêt, c'est qu'au niveau contact avec le corps humain, c'est quand même plus simple. On a une chemise en lin facilement, une chemise en verre, c'est plus compliqué. Et puis, on a des performances d'isolation qui sont tout à fait remarquables. Et c'est la nature qui fait le boulot, quoi. C'est toujours la photosynthèse qui est quand même extraordinaire. La partie textile a disparu de Bretagne, mais la partie oléagineuse, c'est-à-dire la même plante cultivée pour les graines, existe toujours. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne s'y intéresse pas en Bretagne. Et on a un terroir adapté, alors pas toutes les zones évidemment, mais il y a des zones intéressantes. Après, c'est des volontés politiques, c'est des regroupements, c'est dans notre inconscient collectif. Tout le monde a entendu parler de lin,
Tout le monde a porté une chemise en lin, je l'espère, sur le dos, a vu ses qualités de confort. On utilise du linge, on utilise des linceuls, enfin vous voyez, c'est du linoléum. Le mot est rentré dans notre vocabulaire. Plante d'hier, mais c'est vraiment une plante pour demain. On fait de la sélection, on les fait un petit peu évoluer, mais la base est extraordinaire, avec toute des filières qui se développent, comme le blanc cœur aujourd'hui, donc remarquable en termes d'alimentation. Le Blanc-Cœur a été créé au mois d'août 2000 à l'école de la santé publique de Rennes, avec une vingtaine de membres fondateurs. Mais l'histoire commence en 1992, quand moi je crée ici avec 5 collègues une entreprise d'aliments du bétail qui s'appelle Valorex, et qui avait pour projet de changer l'alimentation des animaux, de plus travailler avec le maïs, le soja et le blé, mais de commencer à cultiver pour nourrir les animaux et avoir un lien au sol, du pois, du lupin, de la févrole et du lin, qui était une plante traditionnelle dans l'alimentation animale dont parlaient les anciens. Et puis assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait un impact sur la santé des sols, sur la santé des animaux. Et puis en 97, on a fait un projet qui s'appelait Valoméga. On avait entendu parler, le lin était riche en oméga 3, on trouvait des pilules d'oméga 3 à la pharmacie. Les anciens disaient le lin c'est bon pour la santé. Et on a fini par monter une étude clinique en 2000 avec l'hôpital de Lorient et l'INRA, le département de nutrition humaine de l'INRA. Pendant 3 mois, les gens mangeaient la même quantité d'œufs, de beurre, de viande, etc. Mais les animaux n'étaient pas nourris pareil. Soit ils étaient nourris avec du maïs et du soja, soit ils étaient nourris avec une ration de base plus variée et avec du lin. Et on faisait des prises de sang aux gens. C'était la première fois au monde, finalement, qu'on mesurait l'impact de ce que mangeaient les animaux sur la santé de l'homme. Et quand on a eu les résultats de cette étude, on s'est parlé avec le médecin et le scientifique de l'INRA. Et ils m'ont convaincu, à juste titre, que le projet ne pouvait plus être un projet d'entreprise. Et on a créé donc une association Loi 1901 au mois d'août 2000, à la suite de cette étude clinique. On s'est intéressé à l'alimentation humaine en créant des filières, donc Bleu Blanc-Cœur, où un des objectifs de l'élevage ou de l'agriculture, c'est d'avoir des produits de meilleure qualité nutritionnelle. Et aujourd'hui, dans la gamme de produits Bleu Blanc-Cœur, il y a tous les produits issus de l'élevage, le beurre, les œufs, etc. Mais il y a aussi du pain au lin, il y a aussi des biscuits, il y a aussi le lin utilisé en direct. La graine de lin a aussi des vertus, sans parler des oméga 3. Elle a des fibres. Ça a toujours été un aliment de santé, hein, où qu'on aille dans le monde. C'est une plante du Moyen-Orient qui s'est acclimatée en Bretagne. Et le renouveau de la culture de lin, moi je trouve ça extraordinaire parce que c'est une plante qui a disparu parce qu'elle ne collait pas avec un système agricole où on comptait en tonnes à l'hectare ou en rendement. Mais quand on donne des objectifs différents qui sont des objectifs de santé, avoir une plante qui a des vertus dans la paille pour faire du textile ou autre chose et qui a des vertus dans la graine avec des antioxydants, des oméga 3, des fibres, tout ce qui manque dans l'alimentation de l'homme aujourd'hui, c'est quand même assez génial et puis c'est beau. Donc on est content de voir le renouveau du lin. Voilà. La graine de lin, c'est une graine de lin dite oléagineuse et on utilise surtout la graine pour l'alimentation du bétail. Donc il y a 2 types de lin oléagineux en France. Il y a le lin oléagineux d'hiver qu'on sème fin septembre, début octobre, et le lin dit de printemps qu'on sème dès que les terres sont ressuyées, fin février, début mars. La culture du lin a un cycle court. Et aujourd'hui, on est le 20 juin, donc elle est en fleurs. Elle va fleurir pendant 3 à 4 semaines, selon la météo. Pour le débouché de Valorex, ce qu'on recherche, c'est des variétés riches en oméga 3. C'est récolté comme si c'était une céréale, à la moissonneuse-batteuse, tout simplement. Elle arrive sur le site de Valorex à Combourtillet, et donc elle est analysée. Et après, nous cuisons la graine à la vapeur. C'est de la thermo-extrusion qui permet de détoxifier la graine et d'avoir une meilleure digestibilité de la graine. Et donc après, c'est un mixte qui est destiné à toute espèce animale. Pour nous, plus ça va fleurir bleu, plus ça va être riche en oméga 3. Donc c'est quand même très important, même si à l'époque on cultivait le lin en Bretagne pour la fibre, l'or bleu que nous utilisons, c'est les oméga 3 pour les bienfaits de l'alimentation. L'autre plante, le chanvre, développe également ses propres filières alimentaires. J'étais meunier, je transformais mes céréales en
en farine. Je faisais du blé noir, du froment, de l'épeautre, du seigle. Et il y a 3 ans, j'ai vendu mon atelier de meunerie. Mais depuis quelque temps, je cherchais une autre activité qui me permette de rebondir. Et donc j'ai choisi le chanvre. C'est une plante qui est très intéressante au niveau des nutriments. On est sur une huile qui est parfaitement équilibrée oméga 3, oméga 6. On a les acides aminés essentiels. Par ailleurs, on est sur des protéines de très bonne qualité, faisant partie des 10 meilleures protéines qui sont produites sur la planète. La farine de chanvre ne contient pas de gluten et Philippe la commercialise auprès de différents commerçants pour le plus grand plaisir des gourmets locaux. Le chanvre est également utilisé aujourd'hui dans le domaine de la construction. Donc Technichanvre a été créé en tant que scope en 1997 et ils ont choisi le chanvre pour justement l'utilisation du chanvre dans les enduits chanvrés chauds et les bétons de chanvre. Parce que c'est la chaîne vote qui est la particule boisée, donc le centre de la plante, va très bien se marier avec la chaux. Alors on a fait le choix du chanvre parce qu'on a une culture française qui est assez importante et notamment une culture locale. On va récupérer la chaîne vote et la fibre déjà préalablement défibrée. Et à partir de là, nous on va fabriquer les produits qui sont donc des panneaux, des rouleaux de laine de chanvre ou alors différents granulats pour les enduits et les bétons de chanvre. Les gens viennent vers nous pour trouver un produit qui va être performant en termes thermiques, acoustiques et puis surtout environnemental. Parce on est sur une plante qui est annuelle, renouvelable et qui va stocker du carbone, donc du CO2, via la photosynthèse. Avec cette chaîne vote, du coup, on va faire des bétons ou plutôt des enduits. Bon, il ne faut pas imaginer qu'on est sur du béton comme on peut l'entendre, ciment et puis gravier et mortier. On est vraiment sur quelque chose qui va respirer, qui est perspirant et qui pour le coup aussi vient fixer le carbone et qui est du coup un produit écologique. D'autres jeunes entreprises et associations ont également choisi ces plantes pour leur avenir et en font la promotion permanente à longueur d'année. Ici, nous sommes sur une parcelle de Gourlison, un ancien agriculteur qui faisait du lait, qui a vendu depuis hier en fait sa salle de traite et qui aujourd'hui se met à cultiver du chanvre, notamment sur un terrain où il y avait beaucoup de rumex. C'est une plante qui est un petit peu invasive et il a pensé au chanvre, déjà parce que le projet lui plaît et notamment parce que le chanvre a une croissance très rapide et vient étouffer l'ensemble des herbes appendices. Ce qui fait que le problème qui était le rumex qui l'empêchait de cultiver certaines céréales, aujourd'hui avec le chanvre, on a une réponse pour lui permettre de faire une récolte sans ce problème de la plante. Au niveau agronomique, nous avons également un avantage avec cette plante, c'est que la racine va descendre dans le sol et ensuite va se mettre à pivoter. Ce qui fait qu'elle va décompacter le sol, donc préparer le terrain pour l'année suivante. Et les déchets de chanvre, de paille de chanvre, vont être réintroduites au sol. Comme le chanvre contient beaucoup de cellulose au niveau de la paille, les bactéries vont se redévelopper, les champignons également, les vers de terre vont revenir. Ce qui fait qu'après la récolte, 2 mois après, le champ a retrouvé de la vie et lorsqu'on vient mettre notre culture comme un blé d'hiver, on a des rendements supérieurs l'année d'après parce qu'on a redonné de la vie grâce à cette culture de chanvre. Il faut savoir également que le chanvre est la seule plante avec le blé noir qui ne nécessite pas de pesticides, d'insecticides et qui n'a pas de prédateurs. Et en plus, il n'a pas besoin d'arrosage. Nous avons commencé à recultiver du chanvre en 2001 pour isoler nos maisons avec des biomatériaux. Et dès la fin de l'année, on a créé l'association Bretagne Chanvre Développement pour regrouper des personnes, des acteurs et des professionnels pour redévelopper la culture du chanvre en Bretagne et la transformation de produits pour créer du coup un avenir pour cette plante et pour la région Bretagne. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait un potentiel également au niveau de la graine
pour faire des produits alimentaires. On avait laissé tomber l'idée de faire du textile parce qu'il n'y avait plus de tisserands ni de tailleurs, donc on voulait développer de l'alimentaire avec ces produits. L'OMS nous a classé le chanvre comme un des 10 super aliments qui peut être produit par l'homme. Et le LICES, une grande école de Quimper qui fait 3000 repas par jour, a décidé de s'associer avec notre structure pour proposer aux élèves de la farine, des pâtes alimentaires et également des plats cuisinés à partir de chanvre biologique produit à Quimper. Suite à ce boom dans le bâtiment avec le chanvre, plus au développement du chanvre alimentaire, on a commencé à rêver en se disant qu'on allait peut-être pouvoir recréer du coup des tissus en chanvre pour remplacer le tissu de verre pour faire des planches de surf. Et on a commencé à faire des essais avec évidemment, vous le comprenez, l'envie de créer en Bretagne notre fil de chanvre pour faire des biomatériaux justement pour le nautique et pour les planches. Et aujourd'hui, ça y est, on nous fait confiance, notamment avec le projet pour la planète de Nicolas Hulot qui nous a permis d'avoir une dotation pour commencer à faire des recherches et développement sur les tissus pour fabriquer des planches de surf. Un copain Rob, avec qui je surfe depuis quelques années, qui est un des spécialistes du shape à la main, donc de la fabrication de planches de surf, a trouvé cette idée évidemment géniale parce qu'il l'a travaillé de son côté. Et du coup, on a fait un partenariat pour faire des essais de planches de surf en chanvre et en lin. Et les résultats aujourd'hui sont complètement enthousiasmants puisque ces planches ont été présentées à la World Surf League qui va organiser les Jeux Olympiques de surf en France. Et on a des caractéristiques fantastiques et je crois que Rob prend ses plus belles vagues en ce moment grâce à ces nouveaux matériaux. Moi, ça fait 10 ans que je suis à mon compte et que je fabrique des planches de surf du coup, quasi exclusivement en fibre de verre, qui est le standard un peu de fabrication des planches de surf parce que c'est facile à mettre en œuvre. Et donc là, depuis quelques temps, j'ai commencé à utiliser de la fibre de chanvre. Et donc c'est vraiment intéressant mécaniquement parce qu'on a des planches qui sont encore assez jeunes, mais qui vieillissent très bien. Donc ça, on le sait vite, est-ce que ça vieillit bien ou pas. On a aussi un comportement qui est très intéressant sur la planche parce qu'on a quelque chose qui est un petit peu plus souple, du coup qui apporte de la douceur en termes de ressenti avec la planche, alors que de la fibre de verre c'est assez, c'est beaucoup plus rigide et on va dire cassant. On a beaucoup de chutes quand on fait une planche de surf et donc là toutes les chutes elles sont, c'est pas de la fibre de verre dont on peut rien faire et même tout ce qui est ponçage. Moi quand je fais du ponçage je ponce de la fibre de verre mélangée avec de la résine époxy et donc d'un point de vue pulmonaire et tout c'est quand même vraiment nocif. Là, il y a quand même des particules, mais on est sur des fibres qui n'ont pas du tout la même échelle microscopique et du coup qui sont moins agressifs pour les poumons, même si j'ai un masque, un extracteur, etc. quoi. Et puis en plus, on est sur des fibres végétales, donc c'est quand même super intéressant de se dire qu'on enlève quelques ingrédients, on va dire, qui soient chimiques, toxiques, tout ce qu'on veut, c'est plutôt positif, quoi. Je pense que les gens sont de plus en plus sensibles à ce qu'ils utilisent au quotidien, quoi. Et notamment dans le surf aussi, quoi, parce qu'on est quand même on est dans l'océan, donc on est sensible à tous les morceaux de plastique qu'on côtoie au quotidien dans l'océan, plein de toutes ces petites choses-là. Donc c'est vrai que depuis qu'on a communiqué un tout petit peu là, sur les planches en fibre de chanvre, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées et qui souhaiteraient en avoir. Quelque chose qui est intéressant, c'est qu'entre chez moi et chez Rob, il y a des vagues partout et qu'il y avait en 1850 700 hectares de chanvre entre ces deux régions, qui a permis de sortir 24 000 km de fil de chanvre, qui a permis de sortir à peu près 1500 m² de tissu, ce qui nous permet de faire environ 1000 planches de surf. Donc si on retrouvait ces 700 hectares dans le Finistère Sud, on pourrait facilement concevoir environ 1 millier de planches de surf, ce qui est à peu près ce qui est fabriqué du coup en Finistère chaque année. Alors aujourd'hui, les recherches travaillent sur deux fibres textiles, le lin et le chanvre. Les caractéristiques sont quasiment les mêmes, mais lorsqu'on arrive dans des détails de souplesse, de flexibilité, chacune a des avantages. Donc il y a un travail commun qui est fait avec des subventions européennes pour des entreprises qui ne sont pas notre association, mais il y a de la recherche et développement justement sur le Finistère qui abrite du coup le pôle
le plus important au niveau de la course au large notamment, et les meilleurs surfeurs d'Europe également. On va arriver avec le lin et le chanvre à être pionniers aujourd'hui en Europe et dans le monde, je pense, sur la plasturgie biosourcée. Aujourd'hui, sur les matériaux qui sont issus de la pétrochimie, on n'a pas envie d'en avoir moins, parce qu'on est 7 milliards aujourd'hui sur Terre, donc moins pour 7 milliards, ça fait toujours beaucoup, donc on a envie de dire stop. On n'en veut juste plus. C'est un choix personnel pour mon fils et pour les copains de mon fils qui ont 7 ans, 8 ans, 10 ans, de leur dire on n'en veut plus et on va bosser pour vous pour faire du 100% végétal. Pas de compromis, il faut qu'il y en a qui s'y mettent, et ben nous on a décidé de s'y mettre. L'utilisation de la biomasse, c'est logique, on est sur des développements industriels, tous les gens de l'aéronautique, du sport et loisirs, de la construction des bateaux s'y intéressent fortement. Donc voilà, c'est parti, pas à l'échelle que je souhaiterais évidemment, hein, mais ça nous permet non pas de supprimer tout impact sur l'environnement, mais ça nous permet de les réduire très fortement, et en plus de se dire qu'il est possible d'utiliser des ressources renouvelables. On va pouvoir produire nos propres ressources, la nature va le faire, et on va sortir de cette planète qui est finie. En plus, s'intéresser aux plantes, ça change un peu le regard, quoi. Au bout d'un moment, on devenait passionné, quoi. C'est assez merveilleux. Partir d'une petite graine, d'avoir des plantes qui regerment, enfin, c'est vraiment un monde. C'est la nature, on en fait partie, on fait partie de ce monde, quoi.